L'hebdo-parleur, 7 jours de lutte dans le viseur. Voilà comment le pouvoir tolère nos luttes. Locales, sectorielles, dispersées. Eh bien, pas de bol pour lui. Aujourd'hui, nous changeons les règles du jeu. J'aimerais bien qu'on commence à me considérer en tant que tel. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Cette semaine, dans l'hebdo-parleur. Alors les gilets jaunes, ça évolue ? Non mais ça, c'était il y a 3 mois. Là, on en est déjà à l'acte 16. On a un petit peu avancé. Regardez tout ce que vous pouvez comme matériel non dangereux. Hier s'est ouvert le mois décisif pour les gilets jaunes. Le mois de mars, aucune référence à la société d'Alexandre Benalla, on parle bien du mois des giboulées. Vous savez, celui qui est juste avant la saison des barbecues. Les 8, 9 et 10 mars prochains, des gilets fluo réunis autour de Priscilla Ludowski et du mouvement écolo Alternativa appellent à 3 jours de sit-in sur une place parisienne. Ils ont attendu qu'il fasse un peu meilleur. Mais c'est quand même un épisode qui en rappelle un autre, ça sent un peu nuit debout, non ? Des denrées, tout ce que vous pouvez pour qu'on tienne tout le week-end, jour et nuit. Cet acte décisif prend les allures d'un ultimatum. Pour faire face à l'urgence, nous demandons 3 mesures fortes maintenant. Quelles sont ces 3 mesures ? Une baisse sérieuse de toutes les taxes et impôts sur les produits et services de première nécessité. Énergie, logement, transport, produits alimentaires, vêtements. Avec un effort supplémentaire à faire sur les produits bio, plutôt sains, fabriqués en France, ainsi que sur les produits à matière recyclée. Car oui, nous voulons pouvoir vivre dignement, mais aussi avoir les moyens de consommer des produits sains et locaux. Deuxième mesure forte, demander la mise en place du référendum d'initiative citoyenne en toute matière. Pour avoir la maîtrise de notre avenir en proposant des mesures visant à rétablir une justice fiscale et sociale, mais aussi à faire face à l'urgence climatique par la mise en place d'alternatives concrètes pour construire une société plus juste, plus solidaire, plus conviviale, plus soutenable. Troisième mesure forte, c'est plutôt symbolique aussi. Une baisse significative de toutes les rentes, salaires, privilèges et retraites courantes et futures des élus et hauts fonctionnaires. Ceci témoignerait de la solidarité de ces profils envers les profils moins avantagés, mais aussi de faire quelques économies. Depuis des semaines, nous manifestons, avons rencontré des élus, avons lancé des pétitions, avons débattu entre citoyens, mais aussi en public avec des acteurs de tout domaine, via les réseaux sociaux, via les plateaux télé, notamment. Et depuis des semaines, nous sommes moqués, ignorés, caricaturés, suivis, mis sur écoute, censurés via les réseaux sociaux, ciblés et attaqués par le ministre de l'Intérieur via les forces de l'ordre. Malgré le travail de fond qui est effectué par nous-mêmes citoyens, nous nous devons de réclamer immédiatement une avancée significative. Pour l'instant, ça rigole sur Twitter sur le nombre des gilets jaunes de plus en plus maigres dans les rues, mais les gilets jaunes ne sont pas les seuls êtres humains sur le territoire français dont le nombre fait polémique. Leur nombre, à elles et eux, est surtout politique, utilisé soit pour faire peur, soit pour justifier la faiblesse de la politique d'accueil. Dans le dernier rapport de l'ANAFE, l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers, les associatifs racontent des choses intéressantes sur les chiffres justement. Des histoires qui jettent le doute sur le sentiment que les migrants et migrantes seraient de plus en plus nombreux et nombreuses sur le territoire français. Radio Parleur a rencontré Émilie Pesselier et Loïc Ledal, contributeurs et contributrices de cette enquête, qui racontent les violations des droits humains auxquelles les personnes migrantes sont confrontées au quotidien à la frontière franco-italienne. En fait, nous, ce qu'on constate au quotidien, c'est qu'au-delà en plus du mépris, de la violence verbale et parfois physique qui est administrée aux personnes interpellées, c'est qu'en fait, ils rentrent pas dans ce poste frontière. Des fois, c'est sur le quai de la gare que des CRS rédigent ce qu'on appelle les refus d'entrée, qui n'ont pas le droit de rédiger eux-mêmes. Les documents sont pas réglementaires. Au début, il y avait 1 page, alors que c'est un document qui, au niveau des normes européennes, doit faire 4 pages, qui était précoché avant l'impression avec la mention « je veux repartir directement en Italie » et donc ne pas accéder au droit au jour franc. Donc ces gens-là ne savent pas du tout, on leur remet un papier et donc soit au début il les renvoie directement dans le train inverse pour Vintimille, sans passer par la police aux frontières, que ce soit la française et donc l'italienne qui doit aussi les réceptionner. On a aussi le problème avec les mineurs isolés, qui avant avaient le droit systématiquement au jour franc et qui pour éviter, parce que ils ont essayé de les faire passer aussi par la PAF italienne, mais ces derniers les renvoyaient à la PAF française en disant non, ils sont sur le territoire français, vous avez obligation donc de les prendre en charge et de leur donner protection. Et donc du coup, pour éviter de passer par la PAF italienne, ils les renvoyaient directement aussi par le train à Vintimille. On a vu des jeunes à Vintimille qui traînent à la gare et qui ont 3 refus ou 4 refus d'entrée différents, avec à chaque fois des dates différentes, qu'elles soient même barrées directement sur le refus d'entrée. Enfin, c'est assez absurde. Au niveau des manquements aux droits aussi, on a des privations de liberté parce que la PAF italienne est fermée de 19h à 8h du matin.
Et donc les gens sont enfermés dans des Algeco, des préfabriqués. C'est un peu comme des conteneurs. Ouais. Et donc du coup ils sont enfermés là-dedans, ils n'ont pas accès à leurs droits, ils n'ont pas accès à de la nourriture, ils n'ont pas accès à des soins, on leur enlève leur lacets, comme s'ils étaient en garde à vue, en privation de liberté, sauf qu'en fait le problème en plus c'est que ce lieu n'a pas d'existence légale claire, donc si vous questionnez les policiers, ils vont vous dire ah non c'est pas un lieu de privation de liberté, ah donc les gens ont le droit de sortir, ah bah non parce que quand même ils sont privés de liberté, mais non c'est pas un lieu, ils s'embrouillent eux-mêmes dans leurs explications. Et donc normalement, même dans un lieu de privation de liberté, on peut maintenir quelqu'un maximum 4 heures. Et là, il y en a qui restent jusqu'à 12 heures, voire plus. Et juste peut-être, pour faire un parallèle avec ce qui se passe à la frontière haute, du coup, du côté de Montgenèvre, c'est les mêmes constats qu'on peut faire. Parce que là aussi, déjà, la géographie du terrain est quand même différente parce que c'est des sentiers de montagne avec une altitude qui est assez élevée. Mais au niveau des violations des droits, on constate la même chose, c'est toujours des procédures expéditives avec les mêmes violations des droits. Pareil, on a eu des témoignages et on a pu constater de la privation de liberté irrégulière et surtout une mise en danger des personnes qui peut aller jusqu'à des décès, parce qu'il y a eu plusieurs décès sur toute la frontière franco-italienne. Est-ce que vous êtes capable de chiffrer à peu près le nombre de décès qu'il y a eu là où vous travaillez ? La question des chiffres, c'est toujours compliqué parce que en fait, on peut avoir une idée de personnes pour lesquelles on en a eu connaissance et il y a forcément des gens qu'on ne peut pas voir et où il y a peut-être des personnes aussi qui sont disparues ou qui ont perdu la vie mais dont on n'en a pas connaissance. Là dans le rapport on parle d'une trentaine parce que il y a eu 22 personnes dont on est sûr à la frontière basse qui sont décédées et à la frontière haute entre 2017 et 2018 il y avait eu 3 décès et une disparition et là en février il y a 2 semaines il y a eu un autre décès. Donc on s'approche d'une trentaine mais on ne veut pas donner de chiffres précis parce qu'il y en a aussi plein pour lesquels on ne le sait pas en fait. Une frontière souvent c'est un peu ça a un effet grossissant sur des effets de société qu'on peut constater et il y a vraiment cette question du rejet des personnes en migration qui est d'autant plus visible à la frontière franco-italienne. C'est là qu'on voit que toutes les dérives elles sont légitimées par le fait que c'est des personnes qu'on criminalise, qu'on déshumanise et à qui on enlève le visage humain alors que c'est des êtres humains en fait à chaque fois qu'ils se présentent à cette frontière et tous les discours qu'il y a autour de cette frontière pour légitimer les contrôles et souvent ils visent à complètement les déshumaniser. Donc l'idée c'était de revenir un peu sur une analyse de ces phénomènes de société et ensuite faire aussi une analyse de toutes les pressions qu'il y a eu et qu'il y a toujours contre les personnes qui se mobilisent à cette frontière, des militants qui sont poursuivis par des voitures de police. Ça nous est déjà arrivé, ou après c'est des contrôles d'identité répétitifs, ou des pressions de poursuite parce qu'on est plus de 3 heures en statique en observation, ou parce qu'on est un petit groupe en observation et que donc du coup on nous accuse de poursuite pour manifestation sur la voie publique ou des choses comme ça, sans qu'il y ait forcément de suite derrière. Après il y a des pressions qui vont plus loin avec justement le fameux délit de solidarité dont on parle souvent, qui déjà rien que dans son expression montre toute l'absurdité parce que associer délit et au mot solidarité c'est pas trop de sens. Et après le rapport il est là comme trace et témoignage et comme outil de réflexion et c'est une compilation de plein d'éléments factuels et l'idée c'est vraiment comme on disait de déshumaniser ces gens-là, donc on parle plus d'humain mais on parle de chiffres et pour ça les politiques sont bons, ils manipulent les chiffres, ils nous parlent de 50 000 arrestations par-ci, nanana, mais au final tous ces chiffres c'est des multiplications. Par exemple, on a des personnes qui essaient de passer la frontière des fois jusqu'à 20 fois. Donc, quand on dit 50 000 refus d'entrée en telle année, ça veut rien dire. Il n'y a pas plus de gens qui arrivent en Europe. Il y a surtout plus de gens qui sont coincés aux frontières et qui sont mis en lumière pour qu'on puisse les compter et dire regardez, ils sont là. Mais ils ont toujours été là en fait. Tout le monde s'en fichait. Là vraiment, c'est une instrumentalisation pour faire de la politique, pour essayer de regarder peut-être ailleurs, camoufler les vraies problématiques actuelles. Et pour finir, on vous parle un peu des confrères et consoeurs de l'Humanité, ce grand vaisseau journalistique au bord du naufrage économique. À Montreuil, le 22 février, 4000 personnes sont venues soutenir ce journal historique. Merci à celles et ceux qui sont venus exprimer leur solidarité vis-à-vis du journal l'Humanité, ceux qui sont venus dans la salle, sur scène, partout, dans la rue, la vie de tous les jours. Quand même, l'Humanité, elle est forcément chouïa basanée, hein, non ? Donc Agnès, militante au Parti communiste et vendeuse de l'Humanité depuis fort longtemps.
digne successrice de ma mère qui a vendu jusqu'à ses 92 ans. Tu travailles à l'Humanité aussi. Oui, mais ça, c'est un accident. Qu'est-ce que c'est au quotidien de travailler pour un journal dont tu sais l'existence menacée? Ça demande beaucoup de courage et on en a. Et la preuve, c'est qu'on a monté cette fête et qu'elle est réussie. Najib Touaibia, journaliste à la rubrique Monde. Écoute, moi en tant que journaliste, la chose que j'exprime, c'est d'abord une inquiétude. Et puis ça nous fait chaud au cœur de voir qu'il y a autant de monde, autant de personnes qui sont solidaires. Ça nous encourage, ça augmente notre volonté. C'est-à-dire qu'on va se battre encore plus. Et donc heureusement que l'UMA existe quand dans la plupart des médias, à longueur de colonne, nous lisons des économistes orthodoxes, de l'orthodoxie la plus complète, nous expliquer que tout ce que fait notre gouvernement est bon pour la justice environnementale, sociale et fiscale. Merci à l'Humanité pour nous montrer que ce gouvernement est catastrophique sur tous ces plans-là et que oui, il faut une pensée alternative. Je suis Vikash Dorasso, j'étais joueur de football avant. Ce que le disait la dernière intervenante, le monde, la France va à droite aussi et même les gens qui étaient à gauche avant sont passés à droite. Tout a basculé vers la droite et l'humanité reste bien, dans... Alors, on parle du pluralisme, là, moi, je m'en fous complètement, en fait. Si jamais, par exemple, à droite, le Figaro devait disparaître, j'irais pas militer pour qu'il au nom du pluralisme, j'irais pas. Hein. En pensant quand même que c'est bien que ça existe pour équilibrer les choses. Je pense pas qu'ils organiseraient la même fête. Voilà, mais ce qui est marrant, c'est qu'au nom du pluralisme, non, c'est parce que l'humanité, c'est important et il faut que ça continue à exister. Ça serait chouette. Allez, photographiez-les bien, parce qu'ils ne sont pas tous les jours ensemble au même moment, au même endroit. Est-ce qu'on peut leur dire bravo ? Son sort sera décidé dans 6 mois. En attendant, une souscription a été lancée auprès des lecteurs. Vous la retrouverez sur le site l'humanité.fr. L'hebdo-parleur, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec certainement encore un peu de gilet jaune. Bonjour, vous avez demandé Radio-Parleur. Merci de bien vouloir patienter. Tous nos reporters sont actuellement sur le terrain. Votre temps d'attente est estimé à moins d'1 minute avant le prochain reportage. Radio-Parleur, bonjour. Nous nous efforçons d'écourter agréablement votre attente. Pour plus d'informations révolutionnaires, merci de vous rendre sur le site radioparleur.net.